Voilà, quatrième et dernier invité de cette matinée spéciale politique face aux entrepreneurs. Quatrième et ultime échange avec nos 4 entrepreneurs que je voudrais saluer et remercier d'être là. Vianney Tchalu, Claire Pascal, Bertrand Macabeo et Nicole Lanner. Merci à vous 4 d'être là pour interroger François Fillon. Je vous rappelle le principe, c'est 60 minutes chrono. 1 heure avec un candidat face aux chefs d'entreprise et aux fédérations qui posent également leurs questions. Je vais saluer M. Fillon. Voilà, et je vous demande d'accueillir François Fillon qui nous rejoint sur scène. François Fillon, merci d'être avec nous ce matin pour cet exercice face aux entrepreneurs qui vous saluent et qui sont ici ce matin. 4 thématiques, 4 questions vont vous être posées autour de la mondialisation et de l'Europe, ce sera le premier thème. Éducation, formation, deuxième thème, la sphère sociale et enfin le financement de l'économie. Et puis nous aurons une question posée par un représentant d'une fédération. 5 temps, un pitch d'introduction, de présentation. Vous connaissez l'exercice puisque vous étiez avec nous à l'université d'été, c'était en août dernier. Puis la rencontre avec les chefs d'entreprise. Un cas pratique, on vous montrera une photo que vous découvrirez et vous nous direz ce qu'elle évoque pour vous et comment vous comptez traiter le thème lié à cette photo. Et puis ensuite un pitch de conclusion. Alors pour vous accueillir, j'ai 3 chiffres, un portrait en chiffres. 40 milliards. Chiffre allègement, vous proposez d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises d'un montant de 40 milliards d'euros, une sorte de contre-choc fiscal pour redonner de l'air aux entrepreneurs qui nous regardent et qui sont dans la salle. Deuxième chiffre, 36, chiffre longévité. Je crois savoir que c'est 36 ans de vie politique pour François Fillon, vous qui avez commencé dans votre fief électoral de la Sarthe et qui avez connu entre autres le RPR, l'UMP et aujourd'hui les Républicains. Et puis un chiffre un peu plus personnel, 24, chiffre vitesse et endurance. Le chiffre 24, m'a-t-on dit, est un chiffre que vous affectionnez. Déjà, c'est le tour du cadran avec 24 heures chrono. C'est votre série préférée, m'a-t-on dit. Et puis le tour de piste avec les célèbres 24 heures du Mans. Puis j'ai envie de vous poser la question. La première fois que l'enfant Fillon est allé là-bas au circuit pour les 24 heures du Mans, c'était... Je ne m'en souviens pas parce que je crois que j'avais 1 an. J'étais sur les épaules de mon grand-père. Oui, donc biberonné aux 24 heures du Mans. Merci d'accueillir chaleureusement François Fillon, qui va, pendant 4 minutes, nous faire son pitch de présentation, ici, ou au pupitre, comme vous le souhaitez. Bon, monsieur le président du MEDEF, mesdames et messieurs, je vais aller droit au but. Moi, j'ai un objectif, ramener la France au plein emploi. Et j'ai un deuxième objectif, faire en sorte que dans les 10 prochaines années, nous redevenions la première puissance économique en Europe. Pourquoi ramener la France au plein emploi? Parce que c'est la solution à la plupart des problèmes que nous rencontrons. Un pays qui n'offre pas d'avenir à sa jeunesse est un pays qui ne peut pas résoudre les problèmes d'injustice sociale, les problèmes de sécurité, les problèmes de communautarisme. Tous ceux qui viennent vous expliquer qu'ils vont faire preuve d'autorité, régler les problèmes de notre pays, mais qui ne se donnent pas les moyens de redonner l'espoir en ramenant la France au plein emploi, comme l'ont fait nos voisins, vous racontent des histoires. Pourquoi vouloir être la première puissance en Europe dans les 10 ans qui viennent? Parce que la situation du monde se dégrade à une très grande vitesse, parce que la guerre fait de nouveau partie du vocabulaire des commentateurs, parce que M. Trump, M. Poutine et M. Xi Jinping ont des stratégies de puissance qui s'appuient soit sur du nationalisme, soit sur du protectionnisme, mais qui, dans tous les cas de figure, menacent l'Europe et sa prospérité. Et si nous voulons relever ces défis, nous avons besoin d'une Europe forte, nous avons besoin d'un nouveau projet européen. Et il n'y aura pas de nouveau projet européen s'il n'y a pas un couple franco-allemand équilibré, capable de redonner cet espoir. Mon projet, c'est donc un projet de redressement national, avec une valeur, un instrument, un outil, la liberté. Oui, je veux baisser les charges et les impôts qui pèsent sur les entreprises de 40 milliards. Oui, je veux réformer le marché du travail, supprimer la durée légale du travail, faire maigrir le code du travail. Et enfin, je veux ramener l'équilibre des comptes publics, les comptes publics à l'équilibre, parce que sans équilibre des comptes publics, tout cet édifice finira de nouveau par s'effondrer sous le poids de la dette et des contraintes internationales qui pèsent sur nous.
Alors face à ce projet de redressement national, vous avez ceux qui veulent augmenter de 175 ou de 150 milliards la dépense publique, qui veulent sortir de la monnaie européenne, qui veulent revenir au franc, qui veulent fermer les frontières. Et puis vous avez le candidat du surplace, celui qui est pour les 35 heures sans vraiment être pour, celui qui est pour la suppression de l'ISF mais sans le supprimer vraiment, celui qui est pour le rétablissement du service militaire mais juste pour un mois. Moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai choisi de tenir à nos concitoyens un discours qui n'est pas facile. Oui, je dis qu'il faut que la fonction publique repasse à 39 heures. Oui, je dis qu'il faut que l'âge de la retraite soit porté à 65 ans. Oui, je dis qu'il va falloir se retrousser un peu les manches si on veut redresser le pays. J'ai choisi de dire la vérité. J'ai choisi la voie de la responsabilité, la voie de la liberté. J'ai envie de dire maintenant, à vous qui êtes des citoyens, à vous de prendre vos responsabilités. François Fillon, merci de l'applaudir. Merci de nous rejoindre. François Fillon. On va donc échanger avec nos 4 entrepreneurs, 4 chefs d'entreprise qui vont vous poser des questions. On tournera autour de 7 minutes par réponse. Et le premier thème, c'est la mondialisation avec Vianney Tchalu, président de Chalut, Chegaray et compagnie, président de la CCI Normandie. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Donc, je suis chef d'entreprise, évidemment, et puis président de la CCI Normandie, et je suis fier de cet engagement en faveur du réseau des CCI. Donc, la France est un pays d'entrepreneurs, et l'écosystème met beaucoup d'énergie pour susciter la création d'entreprises. Par contre, l'accompagnement de ces mêmes entreprises après leur création et dans les années suivantes est insuffisant. Insuffisant pour les aider, pour les soutenir dans le développement, insuffisant dans leur capacité à se projeter à l'international. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez prévu des mesures spécifiques pour accompagner ces entreprises, pour les aider à grandir? Et dans votre programme, vous parlez d'une rationalisation de l'accompagnement export des entreprises. Est-ce que vous pouvez préciser ? Je pense que pour aider les entreprises à grandir, il n'est pas nécessaire de multiplier les structures administratives qui vont les accompagner dans leur développement. Je pense que les structures administratives, il y en a plutôt trop dans notre pays que pas assez. Et ma conviction profonde, c'est que si vous voulez libérer l'économie, il faut commencer par baisser le nombre de personnes qui l'encadrent. C'est pas évidemment une idée très intelligente, mais je pense que c'est une idée très efficace. On parle de simplification, on parle de supprimer des normes, on parle de débureaucratiser. Ça passe par la baisse du poids du système public dans son ensemble, et je parle de l'État, des collectivités locales, et de l'ensemble de ceux qui construisent des dispositifs d'accompagnement qui parfois finissent par peser sur la compétitivité même de notre système économique. Quand je dis que je veux aider les entreprises à grandir, je veux par exemple doubler les seuils. Voilà une façon d'aider les entreprises à grandir. Peut-être faudrait-il un jour les supprimer, mais on peut commencer déjà par les doubler. Je veux que les entreprises aient des financements qui correspondent à leurs besoins, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je propose qu'on puisse déduire de son impôt sur le revenu jusqu'à 30% et jusqu'à 1 million d'euros les sommes investies dans des PME ou investies dans des start-up ou dans des entreprises innovantes. C'est la raison pour laquelle je propose que quand une entreprise familiale est transmise dans la famille, on suspende tous les droits, de manière à encourager, à solidifier ces entreprises familiales qui constituent un vrai niveau de stabilité pour notre pays. Alors après, naturellement, il faut avoir des dispositifs pour aider les petites entreprises à aller vers les marchés extérieurs. Je pense que ces dispositifs, ils doivent être le plus possible confiés à des structures privées, à des structures d'entrepreneurs, à des structures qui approchent les problèmes économiques avec la logique d'un entrepreneur. C'est le cas des chambres de commerce et d'industrie. Ça peut être le cas de dispositifs mis en place par l'État, mais sous-traités à des acteurs privés. Voilà, je ne crois pas à la capacité de notre administration à être un formidable accompagnateur des entreprises françaises à l'étranger. Les entrepreneurs plus connectés et donc plus à même d'agir.
Des entrepreneurs plus connectés. Plus connectés par rapport à l'État qui est déconnecté des réalités de l'entreprise parfois. Il n'y a que les entrepreneurs qui savent comment on va conquérir des marchés. Je veux dire, c'est pas à l'ENA qu'on apprend à conquérir des marchés. Les ambassadeurs, ils ont un rôle à jouer pour faciliter le travail des entrepreneurs, de ceux qui vont à la conquête de ces marchés. Mais ça ne peut être qu'un travail de, comment dirais-je, d'accompagnateur sur le plan de la logistique, de facilitateur pour ouvrir des portes. Mais la logique de la conquête des marchés économiques, elle doit être confiée à des agents économiques. Yannick Chalut, une précision peut-être ou une question supplémentaire par rapport justement à ce rôle des entreprises. Prenez le micro. Non, juste sur l'export, je rejoins vos remarques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent. Il y a Business France, il y a la BPI, il y a les CCI en France et les CCI à l'étranger. Il y a les CCE, il y a les organismes privés, il y a le MEDEF international, etc. Et tout ce joyeux monde se marche sur les pieds tranquillement et ça nuit à l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'un peu de rationalisation. Oui, la difficulté, c'est que la rationalisation, si c'est pour mettre tout le monde sous l'autorité de l'État, je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Voilà. Donc c'est peut-être aussi à chacun des acteurs, y compris au CCI, de faire une partie de l'effort. Vous voyez, je continue à faire dans le langage de vérité. On a une autre thématique, François Fillon, c'est la thématique éducation-formation. Elle est portée par Claire Pascal, directrice générale de Comundi. Merci d'être avec nous. On parle de formation professionnelle, sujet clé que vous portez évidemment avec vos équipes. Oui, bonjour, merci Monsieur Fillon de répondre à nos questions. Donc, je suis directeur général d'un organisme de formation qui intervient au profit des salariés, mais je suis également élu local dans une collectivité en charge du management des services publics. Donc, j'ai une vision publique-privée qui peut être assez intéressante sur le croisement de la formation. Aujourd'hui, on sait que la formation, c'est juste indispensable pour maintenir les compétences au sein des entreprises, qu'on assiste à une obsolescence de plus en plus rapide des compétences et qu'il faut accompagner les salariés. Les dispositifs de formation ont beaucoup évolué. La dernière réforme a favorisé un CPF qui n'est pas très lisible pour aucun des acteurs. Les financements restent relativement opaques et on l'a dit et on l'a redit. On a souvent dit d'ailleurs que les 32 milliards de la formation étaient une manne qu'on pouvait aller piquer sans vergogne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser le système de formation professionnelle et tous les dispositifs qui ont été mis en place sont des dispositifs qui visent à accompagner individuellement les salariés pour pouvoir créer des parcours individuels de formation, ce que nous trouvons très bien. Mais il y a un grand oublié dans ce dispositif, c'est l'entreprise. Moi, j'étais ce matin face à 150 responsables formation qui ont besoin qu'on leur redonne du sens. Les plans de formation ont été vidés de leur financement. Et aujourd'hui, toute la dimension collective d'accompagnement des salariés d'un point de vue collectif au sein des entreprises est en train de s'étioler tout doucement. Et ce particulièrement sur les secteurs des PME. Alors, quand on sait qu'en 2020, s'il n'y a pas d'action volontariste, on aura 2 millions de chômeurs en plus et 2 millions de postes non pourvus, on pense que peut-être qu'il y a un effort à faire pour que les entreprises prennent en charge cet accompagnement des compétences au lieu de sortir des collaborateurs ou d'en recruter des nouveaux plus compétents. Donc ma question est comment vous envisagez de favoriser l'investissement des entreprises dans le capital humain? D'abord, en 2020, il n'y aura pas 2 millions de chômeurs de plus, il y en aura plutôt 1 million de moins, parce que j'aurai gagné les élections présidentielles et que nous aurons mis en place une vraie politique de liberté permettant à l'économie française de se développer, de respirer, de créer et de faire simplement ce qu'ont fait nos voisins, c'est-à-dire d'atteindre quelque chose qui ressemble au plein emploi. Je voudrais, pour répondre à cette question, mais remonter un petit peu plus loin, car je pense que le problème de la formation dans notre pays ne peut pas être résumé au problème de la formation professionnelle. Il y a un énorme problème de formation des jeunes Français qui explique une partie du handicap que nous avons en matière de compétitivité. Nous avons besoin de réformer complètement notre système de formation. D'abord, nous avons besoin d'une école primaire qui transmette vraiment les fondamentaux. On a besoin d'une école primaire où 75% du temps de l'élève soit consacré à l'écriture, à la lecture, au calcul, à la maîtrise de la langue. Et les basiques. Oui, mais c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, l'échec de notre système, il est programmé dès l'école primaire. On voit des élèves de l'école primaire qui quittent cette école sans maîtriser les fondamentaux, qui entrent au collège, qui naturellement, ils sont perdus parce qu'on ne peut pas
suivre une formation générale si on ne maîtrise pas la langue française et si on ne maîtrise pas les bases. Et ensuite, ils vont grossir les rangs de ces enfants, de ces jeunes qui sont sans qualification, qui sont totalement inadaptés à la société moderne qui est la nôtre, au marché du travail qui est le nôtre. Et c'est les 2 millions de jeunes qui aujourd'hui, au moment où on parle, entre 16 et 25 ans, ne sont pas à l'école, pas dans une formation et pas dans un emploi. Donc le premier impératif, c'est une école primaire qui transmette les fondamentaux. Je veux que la scolarité obligatoire commence plus tôt, pour qu'on ait 1 an de plus pour transmettre ces fondamentaux, qu'il y ait des évaluations régulières, qu'on ne puisse pas passer de l'école primaire au collège sans maîtriser justement ces fondamentaux. S'il faut rester plus longtemps dans l'école primaire, on y reste plus longtemps. S'il faut passer par un dispositif, par un établissement qui soit au fond un établissement qui fasse la liaison entre cette école primaire et le collège, on le met en place. C'est la première des conditions. La deuxième chose que je propose, c'est qu'à partir du collège, on ait vraiment des voies différentes d'accès à l'emploi et que l'alternance devienne la voie principale, la voie centrale d'accès à l'emploi pour une majorité de jeunes Français, quel que soit le niveau des qualifications, des diplômes qui visent. Ça suppose de changer complètement, et vous allez voir que je vais arriver à la formation professionnelle, ça suppose de changer complètement notre système d'enseignement professionnel. Je veux un enseignement professionnel qui ne soit plus sous la tutelle directe de l'éducation nationale, mais qui soit sous la tutelle de la région et des branches professionnelles. Je veux des établissements d'enseignement professionnel dans lesquels on ait à la fois des élèves en formation initiale, des élèves en alternance, en grand nombre, et des adultes en formation professionnelle, profitant des mêmes enseignants, profitant des mêmes investissements, et permettant le mélange des cultures entre la culture académique et la culture des professionnels, des entreprises, le plus tôt possible. Pour moi, c'est un point fondamental qui changera complètement la nature de notre système d'enseignement professionnel. Point intéressant sur le fait il y a cette formation tout au long de la vie où on a aussi des personnes qui travaillent et qui vont gagner quelque part en employabilité en étant en formation aussi. Bien sûr, et en allant se former dans des lieux où il y a des élèves en formation initiale et des élèves en formation en alternance, ils apporteront eux-mêmes une richesse supplémentaire à ce dispositif. Donc ça veut dire des établissements d'un type nouveau qui, au fond, pourrait être une sorte de fusion des lycées, des CFA, et sous l'autorité de la région et des branches professionnelles. Je pense que c'est fondamental. Il faut évidemment changer la nature du contrat d'apprentissage, qui doit être beaucoup plus souple, qui doit être moins coûteux. C'est la raison pour laquelle je veux faire glisser les financements des contrats aidés vers l'apprentissage, pour que l'apprentissage devienne la principale forme, non seulement de formation professionnelle, mais aussi de requalification de tous ces jeunes qui sont en déshérence et dont chacun comprend bien qu'ils ne retourneront jamais à l'école et que la seule façon de les remettre dans la société et de leur redonner un avenir, c'est de les mettre au contact des professionnels, même s'il faut en même temps faire le rattrapage nécessaire. Voilà. Alors après, l'organisation de la formation professionnelle, j'ai, je crois, présidé à 2 ou 3 réformes de la formation professionnelle. À chaque fois, elles ont été votées par les partenaires sociaux, ou négociées par les partenaires sociaux à l'unanimité. À chaque fois, je me suis précipité devant les médias pour dire combien j'étais heureux de cette unanimité. Ben, j'avais tort. Parce que c'est justement sans doute parce qu'il y avait unanimité que ces réformes n'ont pas changé fondamentalement les défauts du système. Donc il faut reprendre ce travail. Ça doit surtout être le vôtre, hein. C'est vraiment votre responsabilité. L'État, il doit, à mon sens, être là pour vous guider, vous encourager, mais la formation professionnelle, ça doit d'abord être l'affaire des entreprises, ça doit d'abord être l'affaire des régions, qui doivent être très impliquées dans la formation professionnelle. Et c'est comme ça qu'on va, en libérant, en décentralisant, en redonnant de l'autonomie à l'ensemble des acteurs, je pense qu'on peut améliorer considérablement un système qui coûte, vous l'avez dit, 30 ou 35 milliards et qui n'est pas suffisamment efficace. Il y a 2 points que je veux évoquer en plus. Je crois que l'idée que les salariés aient une sorte de comment dirais-je, de
droit de tirage sur la formation, qu'ils aient un compte personnel, je crois que c'est une idée qui est très importante et qu'il faut absolument maintenir, parce que c'est une idée qui contribue à faire de chacun d'eux des acteurs de leur propre destin et de la conduite de leur vie professionnelle. En enrichissant leur bagage. Et la deuxième idée, elle nous ramène peut-être à un sujet brûlant, qui est l'indemnisation du chômage. Je crois vraiment que le lien entre l'indemnisation du chômage et la formation doit être beaucoup plus fort. Et que la période pendant laquelle des hommes et des femmes sont privés d'emploi, quand elle est relativement longue, au lieu d'être une période de mise à l'écart d'une certaine façon de la société, en tout cas du marché du travail, doit être une période qui permet d'enrichir ses compétences, soit de changer de métier, ce qui va être de plus en plus souvent nécessaire, soit d'améliorer ses compétences professionnelles. Voilà. Et c'est comme ça qu'à mon sens, on peut arriver à une bonne réforme de l'indemnisation du chômage qui permettrait de supprimer le déficit, qui permettrait d'avoir un dispositif plus incitatif à la reprise d'emploi et qui permettrait en même temps de positiver la période de chômage en la mettant au service de la formation professionnelle. Et donner des perspectives aux salariés. Une réaction ? Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il serait utile de mettre un dispositif d'incitation pour que les entreprises investissent dans le capital humain comme elles investissent dans d'autres moyens de production, entre guillemets ? Moi, franchement, je veux baisser vos charges. Alors, les incitations, on ne peut pas faire les deux, quoi. Voilà, c'est où on baisse les charges massivement, on vous donne les moyens de votre compétitivité, puis après, c'est votre responsabilité, ou alors on continue à faire du pilotage de l'entreprise par des niches fiscales, par des politiques incitatives dans tous les sens. Honnêtement, ça n'a pas très bien réussi jusqu'à maintenant. Donc moi, je suis plutôt pour une baisse massive des charges et le moins de niches fiscales possible. En corollaire avec ce point-là, pour ce qui est de la formation, vous encouragez une autonomie, la possibilité de recruter des personnels, des professeurs aussi ? C'est-à-dire que je crois que toutes les tentatives pour réformer notre système éducatif ont échoué, comme aussi les tentatives pour réformer notre organisation territoriale, parce que tout ça est toujours imposé d'en haut, rejeté par des personnels qui souvent ne comprennent pas les réformes, ont le sentiment qu'elles se succèdent à un rythme insupportable. Donc je crois qu'il faut changer de logique dans beaucoup de domaines, et en particulier dans celui de l'éducation. Plutôt que d'essayer d'imposer d'en haut des réformes, il faut essayer de redonner de la liberté au niveau du terrain. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des établissements scolaires qui aient un peu plus d'autonomie, dans lequel il y ait à la tête de l'établissement un vrai patron qui a des pouvoirs, y compris des pouvoirs hiérarchiques pour organiser l'établissement. Comme une entreprise. Comme une entreprise, avec des différences quand même, parce que la mesure des résultats n'est pas la même. On est d'accord. Mais donc un vrai patron, la possibilité, non pas de recruter tous ces enseignants, j'ai jamais dit ça, mais au moins de recruter une partie de ces équipes, parce que vous ne pouvez pas demander à un chef d'établissement dans un quartier difficile de conduire un projet pédagogique original qui correspond aux besoins de ce territoire s'il ne peut même pas choisir quelques-uns de ses adjoints et des enseignants avec lesquels il va conduire ce projet. Donc il y a besoin de cette autonomie. Il y a besoin d'un dialogue avec les parents, avec ce qu'on appelle la communauté éducative, qui soit beaucoup plus fort que ce qui existe aujourd'hui dans le système scolaire. Et puis il y a besoin d'une liberté pédagogique plus grande. Voilà. C'est pour ça que je supprimais toutes ces instances nationales qui établissent des programmes qui descendent jusqu'à l'enseignant, qui souvent a du mal même à en comprendre l'énoncé. Alors il ne s'agit pas de... Bien sûr, il doit y avoir des programmes nationaux, il doit y avoir des diplômes nationaux, mais enfin, il doit y avoir une grande liberté pédagogique. On ne peut pas enseigner de la même façon, et d'ailleurs les enseignants, en fait, malgré toute cette centralisation, s'adaptent, mais ils s'adaptent avec des contraintes qui sont des contraintes trop fortes. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'autonomie des établissements scolaires est une des réponses efficaces à la crise de notre système éducatif. On l'a bien noté, hein, liberté et donner la main au terrain à tous les sens du terme. Troisième thématique, troisième question pour vous, François Fillon, autour de la sphère sociale, et c'est Bertrand Macabeo, qui est associé fondateur d'Acerto, on est dans une agence conseil, qui vous interroge, on vous écoute. Bonjour Monsieur Fillon. Vous nous dites, vous voulez ramener la France au plein emploi, et c'est une ambition que nous saluons tous. Néanmoins, les chiffres sont cruels. Nous savons tous que 25% des jeunes sont au chômage. Ce que nous savons moins, c'est que 50% des chômeurs n'ont pas le bac
ils étaient 26% en 1996 et que 30% d'entre eux sont sans aucune qualification. Alors, avec ces chiffres, comment favoriser une véritable politique d'insertion de ces chômeurs? Moi, j'ai un peu répondu déjà, parce que je vous ai dit que je voulais, généraliser l'alternance et l'apprentissage. Je pense que c'est vraiment une réponse centrale aux problèmes de la société française. Pas seulement de l'économie, mais de la société française. Pourquoi ? Parce qu'on a un premier sujet qui est comment rendre employables des jeunes qui aujourd'hui ne le sont pas compte tenu de la situation d'échec dans laquelle ils sont, d'échec scolaire. Mais on a un deuxième sujet qui est le sujet de la rigidité de notre droit social, la rigidité de nos contrats de travail, qui fait que la marche pour embaucher un jeune est haute. Et comme cette marche est haute, beaucoup d'entreprises font preuve d'une extrême prudence au moment de choisir un jeune qui n'a aucune qualification. Dans le passé, on a fait des tentatives pour essayer de résoudre cette question avec des salaires minimums pour les jeunes, etc. Ça a donné le résultat que vous savez, donc je ne propose pas de se relancer dans cette voie-là. Mais en revanche, si on généralisait l'alternance pourrait être un moyen pour les jeunes de rentrer de façon progressive sur le marché du travail, un moyen pour les entreprises d'avoir un peu le temps de jauger celui qu'ils ont recruté, et de voir s'ils se sont trompés ou pas trompés. Donc il y a là une souplesse très très importante, mais à condition naturellement que ça devienne un système global, que ça ne soit pas simplement quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de jeunes. Il y a 300 000 jeunes en alternance aujourd'hui, il faudrait qu'il y en ait plus d'1 million. Il faut rompre avec toutes les objectifs qu'on s'était fixés dans le passé. Quand j'étais Premier ministre, on s'était fixé un objectif de 500 000 apprentis ou jeunes en alternance, et on avait choisi la pire des solutions, vous voyez, je fais mon autocritique, qui était de vous mettre une taxe si vous n'embauchez pas suffisamment d'apprentis. Bon, ben ça, il faut arrêter tout ça, il faut en finir avec libérer plutôt que punir. Et surtout, vous donner envie de le faire. Et pour vous donner envie de le faire, il ne faut pas que ça coûte trop cher, il faut que ça soit souple d'emploi, il ne faut pas que ça soit une contrainte, et il faut que ça soit très adaptable aux situations des différentes branches professionnelles. C'est pour ça que je veux que ce soit les régions et les branches professionnelles qui pilotent. Qu'est-ce qu'on dit au salarié, qui est aussi un citoyen, donc de l'autre côté, le collaborateur de l'entreprise, qui peut être inquiet? Inquiet pourquoi? Inquiet par rapport à cette flexibilité, entre guillemets. D'abord, on lui dit qu'il va gagner du pouvoir d'achat. Parce que dans mon projet, vous avez évoqué les 40 milliards de baisse de charges que je propose, qui, je précise, s'ajoutent aux... Enfin, ces 40 milliards de baisse de charges et d'impôts pour les entreprises qui s'ajoutent au CICE. Et s'agissant des baisses de charges, je veux fusionner CICE et baisse de charges pour qu'il n'y ait plus qu'une seule baisse de charges sur tous les niveaux de salaire, parce que je considère qu'il est suicidaire de continuer à focaliser les baisses de charges sur les bas salaires. Ça a des conséquences à la fois négatives sur les salaires et des conséquences négatives sur la hausse de niveau de l'économie française. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, on a besoin de codeurs, on a besoin de personnel qualifié. C'est comme ça que l'économie française pourra gagner la bataille de la compétitivité. Et donc, vouloir maintenir les baisses de charges uniquement sur les bas salaires, je pense que c'est une erreur. Mais en même temps, je veux qu'on baisse les charges des salariés eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je propose une baisse forfaitaire de charges sociales, de charges salariales, qui pourrait atteindre un minimum de 350 € annuels, 700 € pour un couple. Ça correspond en gros à la disparition de la cotisation maladie, mais un peu plus, pour que ceux qui sont au SMIC puissent bénéficier de cet avantage, alors qu'il y a déjà très peu de charges qui restent sur le salaire minimum. Et c'est la raison pour laquelle, pour financer tout ça, je propose d'augmenter de 2 points la TVA, parce que je pense que c'est la solution de l'avenir, faire en sorte que la protection sociale soit financée par la consommation, par l'ensemble des Français, et pas seulement par ceux qui travaillent. Donc les salariés, ils ont 2 avantages dans le projet que je propose. Le premier, c'est que plus il y a d'emplois, plus le salarié est en position de force pour négocier sa place dans l'entreprise et trouver du travail. Et deuxièmement, plus l'économie française retrouve de la croissance, plus on peut baisser les charges et leur redonner du pouvoir d'achat.
Bertrand Macabeo. Vous avez raison, nous avons en France que 480 000 apprentis. Il y en a, je crois, plus d'1,4 million en Allemagne. Je crois qu'on est même en dessous de ça. Hein. Bon, plus d'1,4 million en Allemagne, c'est-à-dire au moins 3 fois plus. Je suis vice-président d'un mouvement qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui regroupe 3000 entrepreneurs et dirigeants toute la France. Et nombre d'entre eux me disent « Ouais, mais l'apprentissage, c'est bien, mais c'est cher. » Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait baisser le coût de l'apprentissage. Et je fais, en préparant mon projet, je me suis rendu compte de quelque chose que j'aurais dû découvrir plus tôt. Mais je ne suis pas totalement coupable parce que vous non plus, vous l'aviez pas, enfin vous l'avez jamais manifesté en tout cas. C'est qu'un apprenti coûte plus cher en coût horaire qu'un salarié. Bon, ça vous le savez, vous l'avez souvent dénoncé. Mais ce que j'ai découvert surtout, c'est que si vous faites des études de droit, de médecine, d'ingénieur, de je ne sais quoi, d'historien, c'est la collectivité qui va payer vos études. Elles sont gratuites, les études. Si vous faites des études de soudeur, c'est l'entreprise qui va payer vos études. Je parle de la partie académique de la formation. Ben, c'est pas normal, c'est injuste. C'est injuste et c'est la raison pour laquelle je propose que les contrats aidés, les sommes qui sont aujourd'hui consacrées aux contrats aidés soient ramenées sur l'apprentissage, sur l'alternance, pour prendre en charge la partie académique de la formation et que ce ne soit pas l'entreprise qui ait à payer cette partie-là de la formation, parce qu'il faut que le coût de l'apprentissage soit plus bas, il faut que les contrats soient plus souples et que le coût soit plus bas. Oui, vous pouvez applaudir, c'est pas... Dernière thématique, François Fillon, le financement de l'économie, avec Nicole Ladner qui va vous interroger. Elle est présidente d'Eurobougie. Elle fabrique des bougies dans le Loiret. Bonjour Monsieur Fillon. Voilà, donc je suis Nicole Ladner, gérante de la société Eurobougie. C'est une société que j'ai rachetée il y a 17 ans, dans laquelle j'étais salariée. J'étais la comptable et qui a déposé le bilan. Donc Eurobougie est la dernière société qui fabrique artisanalement des bougies d'anniversaire en France. Donc nous sommes à côté de Pithiviers dans le Loiret. Ma question est, je suis donc dans une zone rurale et je vois donc dans la zone industrielle où je suis, on n'est plus que 3 entreprises. À l'origine, on était 5. J'ai racheté donc il y a un peu plus d'1 an une friche industrielle, un ancien abattage de volailles. Et là, j'ai vu les problèmes arriver concernant donc les taxes locales. Donc je voulais savoir donc, comment vous pensez inciter les entreprises à s'implanter en zone rurale alors que les taxes foncières donc, sont dans mon cas précis supérieures à celles des villes. Par exemple, j'ai une ville qui est à 1 heure de Boine, donc dans le Loiret. Orléans, qui est à Gien. Donc qui a plus de 15 000 habitants. Boine, nous, il y a 1000 habitants. Elle paye moins de taxes foncières que moi. D'abord, bravo pour avoir repris votre entreprise et avoir sauvé des emplois et avoir réussi à montrer qu'entreprendre, c'était possible, quoi. Voilà. Les taxes locales, elles dépendent des élus locaux. Et moi, je ne vais pas vous proposer de nationaliser la gestion des collectivités locales. J'ai vu qu'il y avait un candidat qui voulait supprimer la taxe d'habitation et la rembourser aux collectivités, sans doute en faisant de la dette supplémentaire. Ce n'est pas ma logique. Ma réponse, elle ne va pas vous plaire complètement, parce que j'ai envie de vous dire, si le maire de votre commune n'est pas foutu de mettre en place des taxes qui soient correctes pour attirer les entrepreneurs, il faut aller voir dans la commune d'à côté. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il y a un historique, peut-être qu'il y a des raisons historiques qui font que les taxes sont plus élevées dans cette commune-là, c'est possible, je ne connais pas le détail, mais enfin j'ai été maire pendant longtemps, je sais qu'on peut mener une politique fiscale qui soit incitative pour faire venir les entreprises. Ça dépend, c'est des choix politiques. Ça consiste à pas dépenser de l'argent public quand c'est pas absolument indispensable, ça consiste à faire des priorités. Il y a beaucoup de collectivités locales qui ont baissé la fiscalité. Il y a beaucoup de collectivités locales qui aujourd'hui baissent le nombre d'emplois publics. Quand je propose de baisser de 8% les emplois publics sur 5 ans, tout le monde pousse des hurlements en me disant c'est juste impossible. Mais quand je regarde beaucoup de collectivités, des régions, des départements qui sont aujourd'hui confrontés à des difficultés, ils ont déjà baissé en 2 ans, depuis les élections régionales, il y en a plusieurs qui ont déjà baissé le nombre d'emplois du chiffre de 8% que je propose. C'est donc la liberté, c'est pour tout le monde.
Voilà. Et il faut aussi que les élus locaux prennent leurs responsabilités et qu'ils comprennent que quand on met un niveau de taxe trop élevé, on ne peut pas faire venir les entreprises. Alors je sais, c'est pas facile ma réponse par rapport à vous et à votre maire qui va peut-être m'écrire demain une lettre d'insulte pour me dire que j'ai rien compris à la situation de sa commune. C'est possible parce qu'il y a des spécificités locales. Mais enfin, voilà, moi je me souviens quand je suis arrivé dans ma ville à Sablé, je crois qu'il devait y avoir 4000 emplois salariés privés. Quand j'en suis parti, il y en avait 15 000. Ben, ça ne se fait pas sans effort. Ça ne se fait pas sans aller chercher les entreprises, ça ne se fait pas sans mettre en place des infrastructures pour les accueillir, ça ne se fait pas sans travailler avec les entrepreneurs, qui sont eux-mêmes souvent les meilleurs acteurs du développement rural, et ça ne se fait pas sans une fiscalité qui soit incitative. Une autre question, ça répond à... Ça répond tout à fait à ma question, malheureusement. Bon, ça ne m'a pas empêché. Bon, on est actuellement maintenant 37 salariés, donc nous sommes une PME, et ça ne m'a pas empêché de recruter en CDI 7 personnes en 2016 et de continuer donc mes efforts d'embauche sur cette année. Mais ça m'amène quand même à revenir d'un mot sur quelque chose qui est vraiment au cœur de mon projet, qui est la baisse de la dépense publique. Je vous assure que sans baisse de la dépense publique, il n'y a aucune chance de redresser le pays. C'est du vent, tous les programmes qu'on entend sur... C'est du vent. Pourquoi ? Parce que quand on est à 57% de la richesse nationale consacrée à la dépense publique, on n'est plus dans une économie normale. Je ne parle pas d'aller dans une économie libérale, c'est pas ça, c'est même pas un objectif. Moi, mon programme propose de descendre à 50%, voilà, que la dépense publique ne représente pas plus de 50% de la richesse nationale. Vous voyez que c'est pas très très ambitieux, mais pourtant pour y arriver, il faut baisser de 100 milliards la dépense publique. Puis la deuxième raison pour laquelle la baisse de la dépense publique est absolument fondamentale, c'est que nous sommes de plus en plus dans la situation d'un ménage endetté. Je parle de l'État et des collectivités locales. Un ménage endetté ne peut jamais prendre de décision de long terme. Il est scotché par son endettement et par ses contraintes, et toutes les décisions qu'il prend, c'est des décisions de court terme. Voilà, quand vous êtes endetté, vous surendetté, vous ne vous projetez pas dans l'avenir, vous ne pouvez pas dire que vous allez acheter votre logement, vous pouvez pas... c'est exactement ce qui se passe avec l'État aujourd'hui. L'État aujourd'hui, il bouche les trous, il a des stratégies qui changent d'une année sur l'autre, parce que sa seule contrainte, la contrainte principale, c'est de boucler les comptes à la fin de l'année. J'ajoute enfin pour terminer que ma conviction profonde, c'est que l'état du monde ne va pas permettre de maintenir les taux d'intérêt très bas qui sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et donc la situation française, avec une dette de 2200 milliards, 96% de la richesse nationale, c'est une situation intenable. Donc la baisse de la dépense publique, ça doit devenir une culture. Une culture pour l'État, bien sûr, mais aussi une culture pour les collectivités locales. Je le dis, il y a peut-être quelques élus locaux qui sont dans la salle. Souvent, les élus locaux disent « mais nous, on n'est pas concernés, on n'a pas de déficit, puisqu'on est obligé de voter nos comptes en équilibre. » Oui, ok, ils n'ont pas de déficit, mais ils sont financés par des dotations de l'État qui, elles, sont financées par des emprunts sur les marchés financiers. Donc il y a bien un problème global de dépenses publiques dans notre pays. On a bien compris que vous mettiez les entreprises au cœur du jeu et au centre du jeu. Il y a, avec les 3 autres candidats qui se sont succédés avant vous, le sujet des 35 heures qui a été abordé. Là encore, les entreprises à la manœuvre. C'est simple, moi je veux supprimer la durée légale du travail. Et je veux le faire dès juillet 2017. Je veux ensuite ouvrir la négociation sur le temps de travail aux entreprises par des accords majoritaires. Laisser un temps suffisant, 1 an, 18 mois, pour que ces négociations soient conduites dans les entreprises qui souhaiteront les conduire. Les entreprises qui ne souhaiteront pas les conduire resteront à 35 heures. Et au bout de 18 mois, faire le bilan de ces négociations pour fixer ce qu'on appelle une durée de référence pour les entreprises, par exemple, qui se créent. Et ma conviction, c'est que la durée de référence, elle doit être autour de 39 heures. Voilà, ce qui permettra de mettre un terme à la campagne de dénigrement faite au sujet de mon programme, qui consiste à dire qu'il veut faire travailler les Français 48 heures. Évidemment, je n'ai jamais imaginé ça un seul instant, mais c'est la durée légale maximum autorisée par l'Union européenne. Non, ma conviction, c'est qu'il faut
remonter le volume d'heures travaillées annuelles plus près de 39 heures que de 35. Parce que c'est comme ça que l'économie française pourra redémarrer. On peut là aussi continuer à s'abriter derrière des économistes fumeux qui nous expliquent que la durée du travail n'a aucune conséquence sur la productivité et sur la compétitivité de l'économie. Mais quand on se compare avec nos voisins allemands ou nos voisins anglais, on est bien obligé de constater qu'on a un volume d'heures de travail annuel qui est moins élevé qu'eux. Et donc, il ne faut pas non plus s'étonner qu'ils aient une compétitivité qui soit meilleure. Nos 4 entrepreneurs, que je voudrais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, et remercier pour leur contribution et leurs questions. À vous, François Fillon. Et puis, la parole aussi dans la salle aux fédérations. Et je me tourne vers l'Union des industries textiles, qui est portée avec brio par Yves Dubief, qui est aussi patron d'entreprise dans les Vosges et qui va vous poser une question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bruxelles met en place des directives. Ces directives doivent être transposées dans le droit national de chaque pays. Or, en France, elles ne sont pas transposées, elles sont bien souvent ou trop souvent surtransposées. Cela veut dire qu'on les rend plus sévères, que les seuils sont plus bas, que le champ d'application est plus large, que la mise en œuvre est plus précoce et que, le cas échéant, les sanctions sont plus lourdes. Une telle surtransposition est interdite par la loi en Italie. En Allemagne ou en Angleterre, il y a des systèmes qui limitent cette surtransposition, comme le copy-out au Royaume-Uni. Élu président de la République, mettriez-vous en place immédiatement de tels dispositifs ? Non seulement la réponse est oui, mais j'ai déjà indiqué dans mon projet que je voulais, par ordonnance, supprimer toute une série de surtranspositions. J'ai commencé par l'agriculture, parce que je pense que nos agriculteurs sont en train de mourir étouffés sous le poids des contraintes, des taxes. Et c'est vraiment une catégorie de Français qui, aujourd'hui, subit une injustice sociale insupportable, avec des horaires de travail qui sont considérables et à la fin du mois, des revenus qui sont parfois négatifs. Donc et souvent, dans le discours politique traditionnel, c'est l'Europe qui est accusée d'être responsable des maux des agriculteurs. Et quand on regarde la réalité des choses, on s'aperçoit que la moitié des normes, notamment en matière environnementale, qui pèsent sur les agriculteurs et qui diminuent leur compétitivité, ne sont pas du tout européennes, elles sont françaises. Soit qu'elles aient été rajoutées au moment de la transposition, soit qu'elles aient tout simplement été créées par notre propre système administratif et politique. Donc j'ai dit que je voulais, dès le début du quinquennat, une ordonnance permettant de nettoyer toutes les surtranspositions en matière agricole, sauf quand il y a une raison absolument fondamentale pour le faire. Et je propose qu'on mette en place un dispositif législatif pour le faire de manière systématique pour les autres secteurs et pour s'interdire à l'avenir cette surtransposition. Mais je reviens toujours, vous allez trouver que c'est une obsession, à l'idée que la surtransposition, elle est quand même liée aussi à la question du poids du système public dans notre pays et au nombre de personnes qui sont chargées de cette transposition. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont en cause, ils font leur métier. Mais c'est vrai que quand vous avez presque 6 millions d'emplois publics dans un pays, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une certaine bureaucratie. Yves, peut-être un complément ou une question par rapport à du vécu en tant que patron aussi d'entreprise ? C'est le cas surtout sur la réglementation de l'eau et tout ce qui touche à l'environnement, particulièrement pour les entreprises qui utilisent de l'eau comme les envahisseurs textiles. J'étais hier au Croisic et à la Turballe avec des pêcheurs qui m'expliquaient que des conchiliculteurs qui m'expliquaient qu'ils avaient 120 organismes qui assurent d'une manière ou d'une autre le suivi de leurs activités, le contrôle, etc. Voilà, tout ça c'est l'accumulation, c'est pas récent, hein, c'est pas ce gouvernement qui est responsable, c'est une responsabilité collective depuis 30 ans. On a laissé s'accumuler les strates, on a pensé qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait une réponse publique. Il fallait une réponse sous forme de loi, sous forme de règlement, sous forme de service, sous forme de contrôle, sous forme de service administratif. Bon, on est allé trop loin. Alors, il ne s'agit pas de supprimer toutes les réglementations, il ne s'agit pas de créer une forme de jungle, mais il s'agit juste de revenir au bon sens. C'est une question de bon sens. On est allé trop loin. Alors vous parlez de strates, François Fillon, de couches. Ça nous fait penser immédiatement aux millefeuilles réglementaires. Là encore,
on ne sait plus où on en est, ça change sans arrêt en termes de niveau fiscal. Qu'est-ce que vous proposez aussi pour simplifier et rendre plus lisible? Sur le plan fiscal, ce que je propose, c'est une loi au début du quinquennat qui reprendra les réformes que je propose, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, la mise en place d'une taxation à 30% sur l'ensemble des revenus du capital, CSG comprise, les mesures en matière de baisse de charges, enfin l'ensemble des mesures fiscales que je propose. Et cette loi, c'est une loi qui sera valable sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on n'y reviendra pas pendant 5 ans parce qu'elle sera votée de manière pluriannuelle pour faire en sorte qu'on ait une vraie stabilité sur 5 ans. J'aimerais vous proposer une stabilité plus longue que 5 ans, mais c'est la durée d'un mandat présidentiel. Voilà, ça répond à la question. Merci à Yves Dubief. Autre séquence avec vous, François Fillon. Une photo va apparaître derrière, sur l'écran. Je vous montre ce qui apparaît sur l'écran. Ça, vous pouvez en prendre connaissance. On est dans les compétences, on est dans l'excellence française à l'étranger. Par rapport justement à ces compétences, à cette excellence et à ces talents qu'on a envie de garder en France et qui souvent partent à l'étranger. Comment est-ce qu'on fait pour dynamiser tout ça? Les entreprises, le MEDEF valorisent cette excellence. Votre avis là-dessus et puis votre méthode, justement. Honnêtement, pour valoriser l'excellence, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de rester en France. Et pour qu'ils aient envie de rester en France, il faut qu'ils gagnent leur vie et qu'ils ne paient pas trop d'impôts. Voilà. Après, le reste, c'est juste c'est du vent, quoi, le reste. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais qu'est-ce qui fait qu'une grande partie de nos talents s'en vont? C'est qu'ils ont le sentiment qu'ils ne vont pas pouvoir réussir en France. Qu'il y a trop de contraintes, qu'il y a trop de règlements, qu'il y a trop de taxes, qu'il y a un climat qui les bloque dans leur vie. Et c'est pour ça que je fais de la liberté l'instrument principal du projet que je propose, c'est que je pense que les Français ressentent cette idée qu'ils sont bloqués dans leur vie, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'avenir, qu'au mieux, ils peuvent refaire le parcours qu'ont fait leurs parents, mais pas mieux, et souvent même moins bien. Et donc, oui, la réponse à cet exode des talents, c'est essentiellement de la liberté pour créer son entreprise. C'est pour ça, par exemple, que je veux créer un statut de travailleur indépendant, pour faire en sorte que tous ceux qui voudront créer leur propre activité, notamment grâce aux nouvelles technologies, puissent le faire, tout en finançant la protection sociale. Et je veux que les entreprises qui vont faire travailler ces travailleurs indépendants puissent passer avec eux des contrats de prestation de services pendant 3 ans, sans que l'inspection du travail leur tombe dessus au bout de 6 mois, pour requalifier ces contrats de prestation de services en contrats de travail. C'est la raison pour laquelle je veux supprimer l'ISF, parce que je pense que c'est une des raisons de la fuite de beaucoup de talents, et en particulier de beaucoup de responsables d'entreprise qui, au moment, soit à des moments de croissance de l'entreprise, soit à des moments de transmission, sont obligés de vendre en raison de la nature de la fiscalité. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on puisse déduire de l'impôt sur le revenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 30% de son impôt sur le revenu quand on investit dans des PME. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on facilite l'intéressement, y compris dans les petites entreprises, et qu'on revienne sur toutes les lois qui ont été prises pour limiter les distributions d'actions gratuites, les stock options, qui sont considérées dans notre pays comme une horreur, alors qu'en réalité, c'est un des instruments pour attirer des talents. Quand je me suis rendu avec vous, Madame Ribeiro, enfin on n'était pas tous les deux seulement, on était plus nombreux, à Las Vegas pour le CES, quelqu'un m'a donné à lire le rapport que M. Obama avait fait faire sur comment faire des États-Unis le champion de l'intelligence artificielle dans les 10 prochaines années. Et il y a une page entière dans ce rapport où le président Obama dit: il faut aller chercher tous les talents dans le monde. Il faut aller recruter des ingénieurs, il faut aller recruter partout, dans le monde entier. Voilà. Et bien nous, on doit avoir la même stratégie. Et si on veut avoir la même stratégie, il faut à ce moment-là accepter l'idée que si on veut recruter des talents, il faut pouvoir les payer et il faut qu'ils aient un intérêt à venir dans notre pays. Alors ils ont un intérêt formidable, c'est qu'on est un pays formidable, où on vit bien, où on mange bien, où il y a un patrimoine culturel, il y a un climat exceptionnel, il y a une histoire, voilà. Mais il faut quand même
à la fin, pouvoir conserver un peu plus de la moitié de ce qu'on gagne, quoi. Un peu plus de la moitié des efforts qu'on a fait pour réussir. Alors, puisqu'on parle du CES de Las Vegas, de toute cette nouvelle économie, transition numérique, ça m'amène à parler évidemment des robots, de cette usine 4.0, les robots qui, pour certains, vont détruire de l'emploi. Votre point de vue par rapport à ça et par rapport aussi à la nécessaire évolution des compétences? Bon, l'histoire se répète inlassablement. On a eu des révolutions technologiques. À chaque fois, ces révolutions technologiques ont suscité des grands mouvements d'inquiétude et de protestation. Et finalement, dans l'ensemble, même s'il y a des transitions qui sont parfois difficiles, nos sociétés ont progressé. Je sais que c'est toujours formidable de dire que c'était mieux avant, mais en fait, c'est pas vrai, c'était pas mieux avant. Avant, on se faisait la guerre tous les 10 ans, une partie de la jeunesse mourait sur le champ de bataille, on vivait beaucoup moins longtemps, les conditions en termes de justice sociale étaient très différentes d'aujourd'hui. Donc non, nos sociétés ont continué de progresser malgré les révolutions technologiques. Donc on en affronte une nouvelle, ou on en rencontre une nouvelle plutôt que l'affronter. Il faut simplement se donner les moyens de l'intégrer. Il y aura des robots, et ben c'est très bien, ça va nous permettre de produire plus. Si on produit plus, on aura plus de richesse, on aura plus de croissance, et on pourra donc créer des emplois ailleurs, développer des services. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur ces révolutions, à une condition, c'est que justement, on ne les rejette pas. Si on les rejette, si on décide qu'il faut taxer les robots, par exemple, donc on aura moins de robots que les Allemands. Donc les Allemands produiront plus que nous et mieux que nous. Et donc les Allemands continueront à faire la course en tête. Si on considère que le digital, la numérisation de l'économie, c'est dangereux, bon, ben on laissera toute une partie des pays émergents nous doubler sur un territoire, dans un domaine où ils peuvent prendre de l'avance parce qu'on est tous sur la même ligne de départ. Donc il faut miser à fond sur les nouvelles technologies, il faut miser à fond sur les robots, il faut miser à fond sur la numérisation de l'économie. Et il faut le faire en mettant en place des conditions de concurrence entre les différents pays et au sein de l'Europe qui soient des conditions de concurrence loyales. Voilà, donc c'est des règles du jeu, un code de la route, mais certainement pas le rejet du progrès. Je pense que le rejet du progrès, c'est une des caractéristiques de la société française aujourd'hui. On a peur du progrès, nous qui avons été un des moteurs de ce progrès pendant des siècles. Et je pense que cette peur du progrès, elle est vraiment le signe d'une société en déclin. Une société qui est optimiste n'a pas peur du progrès. Une société qui a peur du progrès, c'est une société qui est en déclin, qui est en repli sur soi. Alors, peur du progrès. On peut applaudir François Fillon. Il nous reste 4 minutes. C'est votre mot de la fin. François Fillon, vous parliez de peur du progrès. On parle plutôt de foi en l'avenir. Bah, le mot de la fin, c'est simple. Il y a des élections présidentielles dans 3 semaines. Mobilisez-vous, faites vos choix. Mais soyez attentifs à, comment dirais-je, à l'époque que nous sommes en train de vivre. C'est une époque difficile. Il y a des perspectives d'avenir formidables, mais en même temps, il y a des dangers considérables. Voilà. J'ai évoqué tout à l'heure la politique américaine et ses incertitudes. J'ai évoqué une certaine dérive du pouvoir russe. J'ai évoqué la domination chinoise, notamment sur le plan commercial. J'aurais pu évoquer évidemment la guerre avec ce que j'appelle moi le totalitarisme islamique et la menace qui va peser pendant des années sur la paix dans nos sociétés. Face à ça, il faut des changements profonds. Face à ça, il faut une Europe qui se rassemble et qui ne se rassemble pas à 28 avec des compromis boiteux, mais qui se rassemble autour de priorités, de projets stratégiques, autour d'une Allemagne et d'une France qui, comme toujours, sont les seuls pilotes possibles pour une renaissance et une rénovation européenne. Et pour que la France et l'Allemagne pilotent la renaissance européenne, il faut simplement que la France se relève. Merci beaucoup, François Fillon. Merci infiniment d'avoir été avec nous.